C'est une fake news de plus. Donc c'était bien l'intervention de Joanne Hugues que nous avons le plaisir d'écrire. C'est bien à 16h30, ça va commencer maintenant. Elle est actuellement, elle travaille plutôt en ce moment à Strasbourg, elle vous dira. Elle vient de Sciences Po, elle mêle une bonne connaissance du terrain culturel et des études théoriques antérieures, politico-théoriques. Comme d'habitude, la conférence dure à peu près 1 heure. Ensuite, elle sera suivie de questions. Donc, je l'abandonne à son sort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je pense que vous m'entendrez mieux si je tiens le micro comme ça, comme on a un petit peu de vent. Vous n'hésitez pas à me dire si je ne parle pas assez fort à tout moment. Donc bonjour à toutes et tous, je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Je voudrais remercier tout d'abord l'équipe de la Mousson d'été de m'avoir fait confiance et de m'avoir proposé d'intervenir aujourd'hui. Comme ça a été dit juste avant, je travaille à Strasbourg. Je suis médiatrice culturelle dans le domaine du patrimoine et des musées et je suis issue donc d'une formation en sciences politiques, en histoire et en histoire de l'art. Aujourd'hui, j'ai un poste de chargée de médiation et de projet culturel au sein du réseau des musées de la ville de Strasbourg. Donc, je m'intéresse aux politiques publiques en matière de culture parce que ça me permet de penser un petit peu différent mon métier, d'avoir du recul sur mes pratiques, d'évaluer les projets que je peux mener avec les publics, justement en m'inspirant des travaux de chercheurs que je peux lire. Et aussi parce que ça me permet d'interpréter parfois un petit peu mieux les consignes, les commandes politiques qui me parviennent en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent territorial. Et je reviendrai un petit peu dessus par la suite. Et c'est ce va-et-vient justement entre le terrain d'une part et tout ce qui est le cadre politique, juridique de l'autre qui m'intéresse et qui va structurer un petit peu l'intervention que je vous propose aujourd'hui sur le sujet des droits culturels. Alors pourquoi les droits culturels ? L'idée pour cette conférence, elle est née en février dernier lors d'un échange que j'ai eu avec Nathalie Filion et Erel Blouet de l'équipe de la Mousson d'été à Nancy. À ce moment-là, Nathalie et moi, nous animions toutes les deux des ateliers pour les étudiants de Sciences Po. Et dans le cadre de l'atelier que j'animais moi, qui portait sur une initiation à la médiation culturelle, j'ai été amenée à parler avec les étudiants de l'évolution des politiques publiques de la culture en France depuis Malraux et de la place assez récente que les droits culturels occupent dans la législation française. Et j'ai pu constater que moi, dans mon métier, aujourd'hui, de plus en plus, j'entends parler des droits culturels. J'ai des collègues qui m'en parlent, des collègues qui sont sensibilisés. Je vois apparaître des formations sur les droits culturels. Et en même temps, je suis entourée d'autres personnes, de collègues, qui ne savent pas forcément très bien ce que c'est, ce que ça recouvre, qui ne sont pas sensibilisés. Et pour autant, on fait tous les mêmes métiers, on évolue dans les mêmes milieux. C'est un constat qui était assez partagé par Nathalie et par Erel pour le secteur des arts vivants du théâtre. Or, on est assez sectorisé dans le milieu de la culture, on ne se parle pas forcément, on travaille toujours un peu en silo, patrimoine musée, art vivant de l'autre. Donc il nous a paru intéressant que j'intervienne aujourd'hui et que je vous parle de là où je suis, savoir dans le secteur patrimoine musée, pour vous porter un petit peu mon regard, mon analyse sur ce rapport entre les textes, les cadres et puis le terrain. Et ensuite, j'aurai grand intérêt à échanger avec vous, peut-être les personnes qui sont plus dans le secteur du théâtre ou des arts vivants, pour savoir est-ce que vous partagez cela, est-ce que c'est différent. En tout cas, je me réjouis d'avance du débat qu'on pourra avoir. Et justement, pour poser un petit peu ça d'emblée, j'aimerais vous poser une première question. Qui parmi vous, avant aujourd'hui, avait déjà entendu parler des droits culturels dans un contexte peut-être professionnel ou académique, s'il y a des étudiants et étudiantes ? Vous pouvez lever la main si c'est le cas. Ça, j'ai un petit panorama et je vois un peu mieux. D'accord, donc on est sur peut-être un petit peu moins de la moitié, à peu près la moitié du public, c'est assez partagé. C'est intéressant et ce sera les personnes qui avaient déjà connaissance à la fin, quand on aura le temps d'échange, si vous voulez bien nous dire un petit peu comment est-ce que vous avez connu les droits culturels, ce que ça vous parle. Donc pour revenir à l'intervention, ce que je vous propose pour commencer, c'est de faire un petit état des lieux. Les droits culturels, qu'est-ce que c'est, comment les définir, d'où ils sortent. Et donc pour ça, je vais les resituer dans le droit international. Parce que dans le droit culturel, on entend droit. Donc je vais devoir parler un petit peu juridique, je ne suis pas juriste, mais je vais faire un petit panorama. Ensuite, je vais évoquer la manière dont ces droits culturels ont été traduits et appliqués dans les textes à l'échelle nationale. Comment ça se passe dans les politiques publiques en France, quelle est la place de ces droits. Et enfin, j'aimerais terminer par quelques études de cas un peu plus concrètes
Et là, je vais faire appel à mon expérience en tant que chargée de médiation à Strasbourg. Je vais vous parler d'un projet que j'ai mené, d'un projet qu'une collègue a mené. Et à chaque fois, dans les deux cas, on s'est interrogé sur quelle place les droits culturels ont pu occuper dans ce projet, dans son évaluation, dans les objectifs qu'on s'est fixés. Et je finirai avec quelques autres exemples avant d'ouvrir au débat. Voilà, donc je vais commencer, comme dit, avec un petit tour d'horizon sur la place des droits culturels dans le droit international. Et la première chose que je peux dire, c'est que les droits culturels, ils ont souvent été assez négligés en comparaison des autres domaines des droits de l'homme. Souvent, ils ont été interprétés seulement en partie, en ce qui concerne l'accès à la culture. Ou alors, ils ne sont pas toujours compris dans toute leur ampleur, notamment en ce qui concerne le choix et l'expression des identités. Ça, c'est vraiment un concept clé et on en reparlera après. Et aussi, les droits culturels, ils ont pu être considérés comme non prioritaires par rapport à d'autres droits de l'homme, alors même que le système des droits de l'homme, les principes, c'est qu'ils sont indivisibles et interdépendants. La protection des droits culturels, pourtant, c'est pas quelque chose de nouveau, ça apparaît pas comme ça. Déjà dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, c'est l'article 27 qui vient disposer que toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Seulement, la déclaration, elle ne va pas plus loin que ça, elle ne propose pas vraiment de définition de ce que c'est que de participer librement à la vie culturelle. Et en plus de ça, la déclaration des droits de l'homme, elle n'a pas de valeur juridique contraignante. Donc il faut attendre une vingtaine d'années plus tard, et en 1966, l'Assemblée générale des Nations unies, elle va adopter un texte qui est le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Et l'article 15 de ce pacte reprend la formule de la Déclaration des droits de l'homme en disant « Chacun a le droit de participer à la vie culturelle ». Ce pacte, il va entrer en vigueur en 1976. Il y a plus de 170 États qui sont signataires et qui doivent rapporter régulièrement les efforts qu'ils font pour garantir ces droits au Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Mais là encore, ce texte il ne vient pas vraiment définir quels sont ces fameux droits, qu'est-ce que ça implique de participer librement à la vie culturelle. Donc l'interprétation qui peut en être faite par les États, elle est assez vague, elle est assez large. Il faut attendre 2009, donc bien après, pour que ce comité des droits économiques, sociaux et culturels, il vienne produire une sorte de commentaire de ce texte pour clarifier le contenu de ce droit de participer à la vie culturelle, les obligations des États et les modalités de sa mise en œuvre. Alors jusqu'à cette date, en fait, la majeure partie des actions des Nations Unies concernant les droits culturels avait porté sur les droits des minorités et des peuples autochtones. Et à partir de 2009, on a une sorte de bascule et il y a beaucoup de choses qui s'accélèrent. Mais il ne s'est pas rien passé entre 1976 et 2009. Il y a eu un certain nombre de textes internationaux qui témoignent d'un changement dans la manière qu'on a de considérer les droits, le droit d'accéder à la culture comme droit humain, et puis ce que c'est que la culture tout court, en fait. Et pour ça, on va revenir un petit peu avant, en 2001, un texte de l'UNESCO qui est fondamental, qui est la Déclaration universelle sur la diversité culturelle, qui vient consacrer une définition beaucoup plus large de ce que c'est que la culture, et dire que la culture, c'est l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Et la culture, elle englobe, en plus des arts et des lettres, les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Et en plus de ça, cette déclaration postule que la diversité culturelle est le patrimoine commun de l'humanité. Donc un texte très fort, mais là aussi, comme la Déclaration des droits de l'homme, c'est une déclaration, n'a pas de valeur contraignante. Il faut donc attendre 2005 et un autre texte, désolé, j'en ai encore quelques-uns comme ça, la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Donc là, on est encore un texte adopté sous l'égide de l'UNESCO qui vient rendre juridiquement contraignante cette notion de diversité culturelle, le fait qu'il faille respecter la diversité culturelle. Et dès le début de ce texte, on a l'article 2 qui postule ce principe d'égale dignité et de respect de toutes les cultures. C'est quand même une nouveauté par rapport à ce qu'on pouvait voir qui était assez laconique avant, la liberté de participer à la vie culturelle. Là, on parle de plusieurs cultures, on parle de diversité culturelle. Et cette diversité des cultures, elle s'incarne dans l'originalité et la pluralité des identités, ainsi que dans les expressions culturelles des peuples et des sociétés qui constituent l'humanité. Alors, quelle est la nouveauté avec cette convention de 2005 sur la promotion des expressions culturelles ?
c'est de consacrer un droit à l'identité culturelle. Chacun a le droit de choisir une identité culturelle, de se façonner ses références, de participer à cette vie culturelle, bien sûr, d'accéder de manière équitable à la culture. Et on voit aussi qu'il y a une volonté dans ce texte de protéger la culture dans un contexte de mondialisation, dans un contexte de libre-échange aussi. Et on s'est rendu compte que la culture, si elle n'était pas protégée spécifiquement par des textes, si elle était considérée comme une marchandise comme toutes les autres, elle allait souffrir. Et pour pouvoir protéger les différentes expressions culturelles, il faut aussi permettre aux États de développer des politiques culturelles souveraines. Jusque-là, ce n'était pas vraiment le cas. Les politiques culturelles se heurtaient parfois aux lois du marché, aux lois du plus fort. Avec 2005, ça commence à changer. La même année, on a un texte qui a beaucoup fait parler de lui, qui a suscité pas mal de débats, qui est la Convention cadre, cette fois du Conseil de l'Europe. On n'est plus à l'échelle des Nations Unies, on est à l'échelle du Conseil de l'Europe, sur la valeur du patrimoine culturel pour la société. Ça ne parle peut-être pas beaucoup comme ça, mais si je vous dis la Convention de Faro, peut-être déjà que certains et certaines en ont entendu parler. C'est un texte qui n'a été ni signé ni ratifié par la France, alors qu'elle a largement contribué à rédiger les dispositions qui s'y trouvent. C'est un texte qui introduit une notion, celle de communauté patrimoniale. Ce sont des groupes de personnes qui seraient attachées à un patrimoine qu'elles souhaitent préserver et transmettre. Et la Convention de Faro, elle adopte une perspective qui est plus centrée sur les personnes, plutôt que sur juste la société et puis la diversité culturelle qui la constitue. Elle est centrée sur les personnes et puis elle met un accent sur le patrimoine immatériel, sur la valeur sociale du patrimoine, sur les récits, sur le vécu. Et donc la Convention de Faro, en fait, elle propose une vision démocratique, participative, on pourrait même dire inclusive du patrimoine, centrée sur les personnes. Le problème pour la ratification de ce texte en France, c'est que cette notion de communauté patrimoniale, elle n'est pas vraiment compatible avec la Constitution. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel l'a relevé et a dit qu'il ne peut pas être conféré de droits collectifs spécifiques à des groupes dans leur relation même avec des collectivités publiques. Voilà, donc ce texte n'a pas été signé et ratifié. Pour autant, il y a beaucoup de personnalités publiques, beaucoup de structures qui s'engagent, qui disent agir dans l'esprit de Faro. Ça reste un texte auquel on se réfère, même s'il n'a pas été transposé dans le droit français. Et j'ai un dernier texte, et après j'arrête avec les textes juridiques. C'est un texte de 2007, qui est la Déclaration de Fribourg. La Déclaration de Fribourg, elle n'est pas contraignante, c'est une déclaration, mais elle est essentielle pour les droits culturels, dans le sens où elle vient pour la première fois rassembler toutes les petites définitions, tous les éléments, les concepts relatifs aux droits culturels qui étaient éparpillés jusqu'à maintenant dans plein d'autres textes internationaux. Donc toutes les conventions, les déclarations que j'ai citées, ce sont des jalons importants, mais quand on veut comprendre concrètement qu'est-ce que c'est que les droits culturels, comment faire pour les protéger, pour les faire respecter, on avait encore besoin d'une déclaration, d'un texte qui les mette tout au même endroit et qui réaffirme leur importance au sein du régime des droits de l'homme. Ça, c'est la Déclaration de Fribourg, puisque c'est un groupe d'experts de l'Université de Fribourg qui a travaillé dessus, à la base pour l'UNESCO, mais c'est un texte qui n'a jamais été adopté par l'ONU. 8 droits culturels sont définis dans ce texte. Je vais vous les résumer rapidement. Et le premier d'entre eux, c'est important de le noter, c'est le droit à l'identité. Cette identité qui apparaissait déjà dans le texte de l'UNESCO de 2005. Donc le droit de choisir et de voir respecter son identité culturelle dans la diversité de ses modes d'expression. Le deuxième, diversité. On retrouve ce mot-clé diversité, le droit de connaître et de voir respecter sa propre culture, ainsi que les cultures qui, dans leur diversité, constituent le patrimoine commun de l'humanité. On reprend exactement ce qui avait déjà été formulé par l'ONU en 2005. La communauté, la liberté de se référer ou non à une ou plusieurs communautés culturelles. On ne peut pas être assimilé de force à une communauté culturelle si on ne le souhaite pas. Ça, c'est aussi un droit important. Le fait de participer à la vie culturelle, ça recouvre la liberté de s'exprimer dans la ou les langues de son choix, d'exercer ses propres pratiques culturelles, de développer et partager des connaissances, des expressions culturelles, de conduire des recherches et de participer aux différentes formes de création. Le droit à l'éducation, le droit d'avoir une éducation et une formation qui permettent justement de développer librement cette identité culturelle. Le droit à une information libre et pluraliste, dans le cadre général du droit à la liberté d'expression, qui contribue au plein développement de son identité culturelle. Et enfin, le dernier de ces 8 droits,
c'est le droit à la coopération, le droit de participer selon des procédures démocratiques au développement culturel des communautés. Voilà les 8 droits culturels tels que définis dans la Déclaration de Fribourg et qui vont former ce cadre théorique et symbolique pour redéfinir la culture en tant que droit humain. Et encore aujourd'hui, c'est le texte principal sur lequel collectivités, associations, chercheurs vont se baser pour qu'on soit tous d'accord. Quand on parle de droits culturels, on parle de ces 8 droits-là. Maintenant, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne si on change d'échelle. On prend une sorte de petite loupe, on va aller du plus général au plus particulier. On passe au niveau de la France, on passe au niveau des États. On a plusieurs textes internationaux, dont certains qui ont été signés, ratifiés par la France. La France qui a donc une obligation de mettre en œuvre les dispositions de ces textes, qui mentionnent explicitement différents droits culturels. Les États signataires de ce pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ils ont l'obligation de respecter, de protéger et de mettre en œuvre les droits culturels. La première obligation qu'ils ont, elle est immédiate, c'est d'interdire, d'éviter toute discrimination culturelle et de permettre aux personnes de choisir et d'exprimer leur identité culturelle. Ensuite, il y a une obligation qui est plus progressive, c'est de mettre en œuvre l'ensemble des droits culturels en passant par des mesures positives comme des politiques publiques, des financements, le fait d'adopter des lois pour éliminer les obstacles à l'accès culturel, pour soutenir la création artistique, garantir l'éducation culturelle et reconnaître la diversité des expressions culturelles. Concrètement, comment ça se passe et comment ça s'est fait en France? Si on revient en arrière dans le temps, l'évolution des politiques culturelles depuis l'après-guerre, elle fait écho à ce développement croissant des droits culturels au niveau international, en allant au-delà de la simple question de l'accès à la culture. Dans les années 1960, on est au moment où le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, il est en train d'être discuté et puis va être adopté aux Nations Unies. On a André Malraux qui est ministre des Affaires culturelles et qui porte une politique d'action culturelle qui est centrée sur la diffusion d'une offre culturelle et une vocation universelle. Si on regarde le décret fondateur du ministère des Affaires culturelles en 1959, il nous dit que ce ministère, il a pour mission de rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité et d'abord de la France, au plus grand nombre possible de Français, d'assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel, de favoriser la création des œuvres d'art et de l'esprit qui l'enrichissent. On a une vision clairement centrée sur cette diffusion, sur cette question de rendre accessible au plus grand nombre. Et à partir du tournant des années 1970, cette politique, cette vision, elle commence à être de plus en plus critiquée, de plus en plus remise en cause. Déjà parce que c'est excluant, on estime que c'est trop exigeant, que ça ne permet pas véritablement de toucher tout le monde. Et c'est impossible matériellement et financièrement de créer ces conditions pour garantir l'accès à la culture pour tous. Pour répondre à ces critiques, la politique du ministère va progressivement introduire la notion de démocratisation culturelle, que Malraux lui-même n'avait pas prononcée, pour améliorer les conditions de l'accès à la culture, en mettant cette fois l'accent sur des actions de médiation et d'éducation culturelle. Dans les années 1980, c'est cette fois la politique dite de développement culturel qui est impulsée par Jack Lang qui va amorcer un changement de paradigme. On passe de la démocratisation culturelle vers plutôt le paradigme de la démocratie culturelle, dans lequel on se trouve toujours aujourd'hui quand on regarde les discours des politiques publiques. On va dépasser en fait l'ambition de favoriser l'accès de tous à la culture, sans y renoncer pour autant, pour inclure la reconnaissance des usages et des pratiques du public. La démocratie culturelle, c'est un terme qui apparaît dès les années 1970. Par exemple, si on regarde les conclusions d'une conférence sur les politiques culturelles de l'UNESCO à Helsinki en 1972, il y a un terme très fort, une phrase que je trouve assez intéressante, qui dit que la culture, c'est pas seulement un domaine qu'il convient de démocratiser, c'est une démocratie à mettre en marche. Là, on voit bien qu'il y a une sorte de bascule qui est en train de se faire. Et ça se traduit aussi en France. Quand on regarde le décret de 1982 sur quelles sont les missions du ministère des Affaires de la Culture, c'est de permettre à tous les Français de cultiver leur capacité d'inventer et de créer, d'exprimer librement leurs talents et de recevoir la formation artistique de leur choix. Il y a quand même une nette différence par rapport au décret de 1959 qui était vraiment centré sur favoriser l'accès du patrimoine, surtout au patrimoine français, au plus grand nombre.
Jack Lang il va aussi accorder une légitimité à des champs artistiques qui étaient avant considérés comme mineurs, marginaux, comme la chanson, les musiques populaires, le jazz, les arts décoratifs, la mode, le design. Ça se traduit aussi par la création de musées qui viennent valoriser ces nouvelles formes de création. Il renforce l'éducation artistique en milieu scolaire. Et à partir des années 1990, le ministère va aussi favoriser un rapprochement entre la culture et l'éducation populaire. Par exemple, il y a un conseil où des représentants de structures culturelles vont être accompagnés de représentants de fédérations d'éducation populaire. Et c'est à ce moment-là, au tournant des années 2000, que sont créés les premiers emplois jeunes de médiateurs culturels et les services pédagogiques dans les structures culturelles. Donc mon métier, en fait, il a une trentaine d'années à peu près, métier de médiateur culturel. La démocratie culturelle, elle reconnaît d'une part que chacun est porteur de culture, et d'autre part que l'offre culturelle, elle doit être le reflet de cette diversité. Donc dans ce paradigme de démocratie culturelle, le rôle des pouvoirs publics, c'est de veiller à ce que cet équilibre, il fonctionne. Pour autant, on n'a pas abandonné complètement l'idéal de la démocratisation culturelle, le fait de rendre accessible. C'est quand même un élément majeur des missions de service public dans le domaine de la culture. Et donc, quelque part, pour essayer de faire la synthèse des deux, on essaye d'imaginer que la démocratie culturelle, ça pourrait être l'aboutissement d'une politique de démocratisation qui a réussi. Donc, ce serait un état dans lequel les personnes ont réussi à s'approprier le corpus patrimonial tout en forgeant leurs propres références culturelles. Et dans ce paradigme de la démocratie culturelle, le respect et la mise en œuvre des droits culturels sont fondamentaux. C'est pour ça que très récemment, il y a une dizaine d'années, la France a décidé de traduire dans ses lois, d'écrire noir sur blanc que les politiques publiques culturelles doivent s'exercer dans le respect des droits culturels tels qu'énoncés dans la Convention de 2005 sur la diversité des expressions culturelles. Donc c'est la Convention UNESCO qui a bien été signée et ratifiée par la France. On retrouve cette mention dans la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, la loi dite NOTRe de 2015, et dans une loi plus spécifique à notre domaine, la loi de 2016 sur la liberté de création, l'architecture et le patrimoine. À chaque fois, on retrouve cette mention dans le respect des droits culturels. Donc maintenant, on est vraiment à notre niveau, au niveau de la législation nationale, on doit respecter ce cadre-là. On le voit aussi au niveau de l'organigramme du ministère de la Culture. Si on le regarde, en 2020, il y a une nouvelle délégation générale qui a été créée, la délégation générale à la transmission au territoire et à la démocratie culturelle. Et dans cette délégation, il y a une sous-direction de la participation à la vie culturelle. Tout ce vocabulaire, tous ces termes, ils se retrouvent traduits administrativement dans des organigrammes, dans des intitulés de mission, etc. Cependant, même s'il y a ces lois, même s'il y a ces services au niveau du ministère, il n'y a pas vraiment de précision dans les textes d'application sur comment on fait concrètement pour œuvrer dans le respect des droits culturels. Si on regarde les cahiers de mission, les cahiers des charges qui sont liés aux différents labels du spectacle vivant, on se contente de nous inviter à respecter les objectifs de parité ainsi que la prise en compte des droits culturels pour le développement de l'accès et de la participation du plus grand nombre à la vie culturelle. On retrouve des formules qui sont assez larges, mais on ne nous dit pas exactement qu'est-ce que ça implique, comment faire. Donc, pour pallier ce manque de directives, il y a un certain nombre d'initiatives territoriales, sectorielles, voire militantes, qui sont venues compenser ce manque d'informations du ministère et qui sont venues inventer des formes variées, plus ou moins coordonnées, plus ou moins cohérentes, de traduction concrète des droits culturels dans les interventions menées par les structures. En région Grand Est, pour parler de ce qui se passe ici, au niveau territorial, c'est le Conseil économique, social et environnemental qui a adopté en 2020 un rapport sur les droits culturels et qui a proposé à la région d'impulser une politique qui va dans le sens de ces recommandations. Il y a aussi beaucoup d'associations, de chercheurs et de réseaux qui jouent un rôle moteur dans la sensibilisation aux droits culturels. On peut citer l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles, qui fait des droits culturels un principe fondateur de ses prises de position, de ses expérimentations. Un groupe de recherche Action qui est devenu un centre de ressources internationales sur les friches artistiques et culturelles, qui s'appelle Art Factories ou autre part. La Fédération des arts de la rue, le Syndicat national des arts vivants. Ils ont tous intégré les droits culturels dans les pratiques de création qu'ils vont promouvoir et dans leur modèle de gouvernance.
On a dans d'autres domaines, hop, le vent va avoir raison de mes notes, l'association Réseau Culture 21, qui a été créée en 2009 et qui vraiment œuvre pour la promotion des droits culturels dans les politiques publiques, et qui depuis fin 2012 mène un programme de recherche-action qui commence à avoir pas mal d'ampleur, qui s'appelle PAIDEA, et qui propose d'analyser les pratiques professionnelles pour voir à quel point ils réussissent, les acteurs de terrain, à garantir, à respecter, à mettre en œuvre ces droits. On a aussi une plateforme qui s'appelle Culture et Démocratie, qui est présente en France et en Belgique, qui met à disposition des ressources et des outils d'évaluation sur les droits culturels. Toutes ces structures, elles utilisent la Déclaration de Fribourg comme référence théorique pour plaider un changement de modèle culturel qui serait plus inclusif, plus ancré et plus co-construit. Ça, c'est ce qui se passe en France. Si on regarde un petit peu des pays voisins, la conception des droits culturels telle qu'elle est énoncée par la Convention de Faro, par la Déclaration de Fribourg, on la retrouve de manière plus ou moins explicite dans les politiques publiques de beaucoup d'États européens. Pour autant, c'est que très récemment que certains d'entre eux ont commencé à les reconnaître comme tels dans leur législation, un petit peu comme la loi NOTRe et la loi sur la liberté de création en France. Si on regarde en Belgique, il y a la déclaration politique 2019-2024 de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc là on n'est pas au niveau de l'État central, qui va inclure des engagements très forts par rapport aux droits culturels et qui va demander à ce qu'on valorise la participation citoyenne et l'éducation permanente. Un élément que je trouve très intéressant, c'est qu'en 2022, toujours dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a un décret relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène qui va demander aux opérateurs des arts de la scène de décrire quelles sont les actions qu'ils mettent en place pour favoriser l'exercice de leur liberté et droits culturels par les publics. Et donc c'est en quelque sorte devenu une condition pour décrocher des financements, des subventions, dire que faites-vous pour permettre au public, aux citoyens d'exercer leurs droits culturels. Donc ça va quand même assez loin. Et enfin, les centres culturels en Belgique sont là aussi des institutions en première ligne pour sensibiliser autour des droits culturels, pour mettre en œuvre des démarches participatives, augmenter le pouvoir d'agir des populations. Si on regarde maintenant ce qui se passe en Espagne. En Espagne, tout récemment, en juillet, un plan de droits culturels a été présenté qui est porté par la nouvelle Direction générale des droits culturels, qui a été créée elle-même en 2024. Pour autant, il y a beaucoup de communautés autonomes en Espagne qui n'ont pas attendu que l'État central se saisisse de la question pour eux-mêmes adopter des lois et des plans pour les droits culturels. C'est le cas en Navarre, c'est le cas aux Canaries, et c'est en cours en Catalogne et au Pays Basque. Et au passage, on peut souligner que la conférence mondiale sur les politiques culturelles et le développement durable de l'UNESCO, qui est surnommée Mondiacult, sera organisée par le gouvernement espagnol à Barcelone en septembre 2025, et que les droits culturels sont l'un des 4 piliers du programme. Peut-être pas un hasard de calendrier complet avec ce plan de droits culturels qui vient juste d'être présenté. Et enfin, un petit pas de côté extra-européen, je ne pouvais pas ne pas parler du Canada, qui intègre très largement, même indirectement, l'esprit de la Déclaration de Fribourg dans ses politiques culturelles, et là qui peut s'appuyer sur le cadre du multiculturalisme, qui est très fort, puisqu'il y a une loi de 1988 au Canada sur le multiculturalisme, et par ailleurs, le multiculturalisme est inscrit comme valeur à intégrer dans l'interprétation des droits constitutionnels. Les 3 exemples que je vous ai cités sont des pays où il y a quand même des traditions d'accorder de l'autonomie à certaines régions, de valoriser des langues régionales, et donc c'est peut-être pas un hasard complet si ce sont aussi des États dans lesquels les droits culturels sont dès à présent inscrits dans la loi. Voilà pour la partie un petit peu plus sur la loi, les politiques publiques. Et pour conclure un petit peu ce tour d'horizon des droits culturels, j'aimerais parler de choses plus concrètes, d'études de cas. Puisque je vous l'ai dit, je suis moi-même en poste en tant que chargée de médiation pour les musées de Strasbourg. Et donc, je suis un petit peu un des maillons de la chaîne, au bout de la chaîne presque, pour la mise en œuvre de ces politiques publiques. J'aimerais vous parler d'un projet que j'ai contribué à mener, et ensuite peut-être d'un ou 2 projets que des collègues à moi ont menés, à chaque fois où on s'est interrogé sur comment est-ce qu'on peut faire pour mettre en œuvre les droits culturels dans ces projets, et quelle place ils ont, comment est-ce qu'on évalue un projet à l'aune des droits culturels. Donc, je vais commencer par vous parler d'un projet que j'ai contribué à porter
Donc je travaille pour le musée zoologique de Strasbourg. C'est un musée qui est fermé pour rénovation depuis 2019 et qui va rouvrir très prochainement, le 19 septembre. Et donc il a eu une très longue période de fermeture, très longue. Il a eu 6 ans de fermeture. Et pendant ce temps de fermeture pour rénovation, la municipalité, la ville de Strasbourg et l'université qui coportent ce chantier de rénovation ont souhaité lancer une démarche participative pour associer les habitants de Strasbourg à cette rénovation, pour maintenir le lien avec eux pendant la fermeture. Donc ça, c'était un peu la commande politique qui est arrivée. Et je vous disais en introduction que, en tant qu'agent, on reçoit parfois des commandes politiques qui, elles-mêmes, sont fortement influencées par le contexte national, par les lettres de mission qui arrivent, etc. Donc là, c'est un assez bon exemple, puisque la ville de Strasbourg, la ville et Eurométropole, souhaite s'inscrire dans cette politique des droits culturels, favoriser leur mise en œuvre. Et finalement, c'est une aubaine pour des agents qui, comme nous, puisque souvent on n'a pas beaucoup de temps pour mettre en place des projets comme ça, très qualitatifs, qui demandent du temps. Et quand on a une commande politique qui vient s'aligner sur des valeurs qu'on peut avoir, des envies, c'est extrêmement enrichissant, c'est une chance. En tout cas, c'est comme ça que notre équipe, on l'a vécu. L'autre chance qu'on a, c'est qu'à Strasbourg, il y a une direction de la participation citoyenne depuis 2021 qui permet de fournir un accompagnement méthodologique à des projets qui souhaitent justement mener des projets de consultation, de concertation, de co-construction avec des habitants. Donc ça a été l'occasion pour nous de consacrer du temps et des moyens à ces actions et d'avoir aussi cette légitimité de faire du qualitatif plus que du quantitatif. Pour ça, par contre, il est très important d'avoir une méthodologie qui est bien cadrée, parce que le risque des démarches participatives, c'est celui de l'instrumentalisation des publics, ou le risque parfois peut-être de la démagogie, de décrédibiliser ces politiques-là si on s'en sert juste pour dire voilà, on a consulté, mais finalement on fait ce qu'on avait prévu de faire depuis le début. Donc l'importance d'avoir un cadre clair, de dire ce sur quoi va porter la participation, de s'engager ensuite à communiquer sur les suites qui seront données à la démarche et avoir des objectifs clairs. Si on se met à consulter tous azimuts sans savoir pourquoi on consulte, la démarche elle est d'emblée mise en danger. Pour revenir à ce qui s'est passé au musée zoologique, l'objectif c'était d'associer les habitants dans leur diversité à la vie culturelle du musée. Et pour ça, il a été décidé de cadrer cette démarche sur un aspect de la vie du musée, sa programmation culturelle. Pourquoi ? Puisqu'au moment où cette démarche participative elle a été cadrée, elle a été pensée, il était déjà un petit peu trop tard pour vraiment intégrer des retours d'habitants sur le projet architectural ou le projet muséographique, puisque c'était déjà lancé, les plans étaient en cours. De l'importance de la transparence dans ce sur quoi la participation peut porter ou non. Donc il a été choisi d'associer les habitants à l'élaboration de la future programmation culturelle du musée zoologique, dans leur diversité, donc en essayant de toucher des profils les plus diversifiés possibles. D'éviter cet écueil en participation citoyenne toujours les mêmes personnes qui se présentent aux réunions publiques, aux conseils de quartier, qui ont l'habitude de la prise de parole, de l'engagement citoyen, etc. Et donc ça nécessite de travailler sur les modes de communication, sur les canaux de diffusion, sur les relais avec lesquels on va entamer ce projet pour toucher différents publics. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné 5 profils d'habitants pour cette démarche. Alors tout d'abord, on a fait une grande enquête consultative pour connaître un petit peu mieux les représentations que les habitants avaient du musée zoologique, leurs attentes, leurs besoins, leurs envies par rapport à la réouverture en termes de programmation. Et après, c'est là où on est vraiment allé dans le qualitatif, où je vous disais qu'il faut du temps et il faut un peu de moyens aussi pour pouvoir aller finement interroger, chercher, essayer de comprendre ce que les personnes veulent et attendent. Et donc on a travaillé avec des familles, des étudiants, des personnes qu'on a appelées spécialistes qui sont proches des domaines convoqués par le musée, sciences de la vie ou autres, des personnes en situation de handicap mental et des familles qui habitent proches du musée, qui sont voisines, qui habitent dans un quartier classé politique de la ville et qui sont a priori peut-être moins familières du musée, qui habitent juste à côté mais qui ne le fréquentent pas, qui passent pas forcément la porte du musée. On a mené des groupes de discussion avec ces différents groupes, donc 5 groupes de discussion différents,
animé par une facilitatrice qui est indépendante, qui est Cindy Lebas, qui a travaillé avec nous pour justement garantir la liberté de la parole, puisque ça peut être difficile quand on est habitant et qu'on vient nous consulter en disant voilà, le musée zoologique va rouvrir, il va proposer des activités, des conférences, des concerts. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce qui vous intéresserait ? Qu'est-ce qui vous permettrait de venir au musée ? Si la personne qui vous pose directement la question et qui vous écoute, c'est le directeur du musée, c'est la médiatrice du musée, il y a peut-être une forme d'autocensure qui va être faite ou un biais de confirmation. On va avoir envie de dire à la personne ce qu'elle veut entendre. Et donc là, ça peut être intéressant de faire appel à une personne extérieure, une facilitatrice, un facilitateur, pour permettre à ces échanges de se faire. C'est ce qui a été notre cas. On a recueilli, enregistré ces échanges et ensuite on est passé à une autre phase dans l'échelle de la participation. On était là sur de la consultation, on a demandé leur avis aux personnes. Et après, on a essayé d'aller plus loin dans de la co-construction, où vraiment on va associer les personnes, on va mener des ateliers et on va réfléchir ensemble comment est-ce qu'on peut continuer sur le long terme à recueillir les avis, les attentes, les besoins des habitants de Strasbourg concernant la programmation du musée. Et là, on a été accompagné encore par une facilitatrice, Alexia Jacques Casanova, qui nous a permis d'aboutir à des prototypes de dispositifs participatifs qui seront mis en œuvre au musée. C'est une démarche qui a eu lieu pendant 3 ans, donc qui nous a permis vraiment de prendre le temps de réfléchir à comment faire pour vraiment remplir nos objectifs en termes de diversité des publics touchés, en termes de sincérité, de transparence de la démarche. Et si on a essayé de l'évaluer aussi à chacune des étapes. Ça, c'était le rôle de mon ancienne collègue maintenant, Maëlys Lyotard, qui a mené une évaluation de chacune de ces phases sur le recrutement, on appelle ça le recrutement des habitants, des participants, sur quels sont les outils de recueil de parole les plus adaptés pour demander aux personnes ce qu'ils et elles souhaitent faire dans un musée. On ne va pas juste leur demander allez-y, maintenant parlez, exprimez-vous. C'est important de concevoir des outils qui vont permettre ce recueil de la prise de parole, qui vont s'adapter aussi aux besoins des personnes. Donc, quand on a fait un groupe de discussion avec des habitants en situation de handicap mental, il a fallu concevoir des outils faciles à lire et à comprendre, en FALC, pour justement leur permettre de s'exprimer, pour qu'ils comprennent bien les ressorts de ce groupe de discussion. Quand on veut s'adresser à des personnes du quartier, il a fallu identifier des relais pour pouvoir comprendre quels étaient les temps les plus appropriés, à qui on allait s'adresser. Donc là, on a pu travailler avec un centre socioculturel et aller à la rencontre des habitants sur des temps qui étaient bien balisés, ritualisés. Là aussi, ça faisait partie de cette démarche de se mettre à la place d'eux. On a fait des comptes rendus des différentes phases. À chacune des phases, on a fait des restitutions publiques qui étaient ouvertes à toutes et à tous pour bien dire qu'est-ce qu'on a retenu des échanges, quels sont les éléments qui vont venir orienter ensuite nos décisions en matière de programmation culturelle, qui vont nous servir de boussole. Et on a mené des petites enquêtes, des questionnaires d'évaluation auprès des participants pour essayer de mesurer comment la participation avait été vécue. C'est un écueil auquel on se heurte quand on essaye d'évaluer la mise en œuvre des droits culturels. On est vraiment sur de l'extrême qualitatif, on est souvent sur des petits groupes de personnes, on passe du temps, mais comment savoir que le projet qu'on a fait, il permet réellement aux personnes de justement participer librement à la vie culturelle, de s'exprimer, de se forger des références culturelles. L'évaluation est essentielle pour ça, mais il faut vraiment trouver les bons indicateurs, les bons critères. Et là aussi, on a eu des entretiens, on a demandé aux personnes qu'est-ce qu'elles avaient apprécié dans ce fonctionnement participatif, est-ce qu'elles s'étaient senties écoutées, respectées, etc. Et c'est une démarche dont on a beaucoup appris aussi en tant que professionnel, en tant que participant. Et le fait de venir vraiment questionner, consulter les personnes sur leurs attentes, leurs besoins, c'est pas toujours évident puisque ça nous chamboule un petit peu, ça nous bouscule un petit peu en tant que professionnel parce qu'on a l'habitude de penser à la place d'eux. C'est un peu notre métier. Moi, je conçois des visites, je conçois des ateliers, je conçois une programmation pour un public cible dont j'estime pouvoir connaître les besoins, les attentes. Et donc là, je suis en quelque sorte en train de questionner ma propre expertise. Et ça nécessite de changer un petit peu de paradigme. Mais c'est essentiel si on veut aussi se renouveler, si on veut continuer à évoluer en tant que professionnel.
Et ça, c'est aussi la teneur des échanges que j'ai pu avoir avec une autre collègue. C'est la deuxième petite étude de cas que je voudrais vous soumettre. Donc une collègue qui s'appelle Flore Poindron, qui est aussi chargée de médiation pour les musées de Strasbourg, mais elle dans un musée d'art contemporain, le musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg, qui a suivi une formation au droit culturel animée par Tôt ou Tard. Tôt ou Tard, c'est un réseau culturel et solidaire en Alsace qui met en œuvre une dynamique en faveur du respect des droits culturels et qui cherche à faire un programme de rencontres, de travaux pour accompagner un plus grand respect des droits culturels dans les pratiques professionnelles et dans les politiques publiques. Donc ma collègue Flore, elle a suivi cette formation en 2024-2025 et elle a mené un projet en 2025 avec un autre collègue, Bertrand Gondouin, qui s'appelle Musée d'arrêt, où il s'agissait de faire un projet d'exposition et d'atelier d'écriture en partenariat avec l'Éducation nationale à la Bibliothèque générale de la Maison d'arrêt de Strasbourg. Et il y avait une présentation d'une sélection d'œuvres des détenus qui ont choisi ensuite 5 œuvres, qui ont produit des textes pour les accompagner sous forme d'une exposition. C'est un projet qui, pour Flore, n'aurait pas vu le jour sous cette forme-là si elle n'avait pas suivi la formation au droit culturel avec Tôt ou Tard. Donc j'ai mené un petit entretien avec elle pour recueillir son ressenti sur la manière dont elle s'est saisie des droits culturels dans sa pratique, sur ce qui a changé pour elle dans ce projet. Et Flore, il faut le dire, elle n'avait pas entendu parler de droits culturels du tout avant de suivre cette formation. Et maintenant, voilà, elle a complètement un petit peu changé de regard sur certaines de ses pratiques. Donc le fait pour elle d'être sensibilisée aux droits culturels, ça a eu un impact sur 2 éléments principaux, dans la conception et dans l'évaluation du projet. Tout d'abord dans l'attention qu'elle a pu porter à la question de la participation et à la capacité effective des participants au projet de porter des jugements esthétiques, de faire des choix. Pour ce projet, les 2 médiateurs, Flore et Bertrand, ils ont fait une sélection d'œuvres parmi les collections du Musée d'art moderne et contemporain qu'ils sont allés présenter ensuite aux participants à la Maison d'arrêt. Et ils ont vraiment essayé, en ayant en tête un petit peu cette idée qu'on peut permettre aux gens de choisir librement leur identité culturelle, leurs références culturelles, de ne pas restreindre a priori la liste des œuvres qu'ils allaient présenter, de ne pas choisir uniquement des œuvres jugées peut-être plus consensuelles. Je rappelle comme c'est un musée, on est sur de l'art contemporain, des œuvres plus faciles d'accès. Ils ont essayé de piocher dans tous les courants, y compris des œuvres qu'ils estimaient un petit peu clivantes ou difficiles, et ensuite pour permettre aux détenus de faire leur choix, la sélection de 5 œuvres, sans qu'il y ait eu un filtrage trop important par les médiateurs qui viennent empêcher de faire ces choix-là. Et donc pour Flore, c'était très important d'avoir eu cette sensibilisation avant, sinon elle n'aurait peut-être pas mené cette partie-là du projet de la même manière. Et enfin, le deuxième impact, ça a été sur la réflexion autour des objectifs de ce projet, de cette action. Pourquoi est-ce qu'on va aller faire de la médiation en maison d'arrêt ? Quand on monte un projet comme ça, il faut se poser la question. Quel est l'objectif ? Et aussi, si on veut évaluer ce projet, est-ce que mon objectif a été atteint ? Est-ce que je l'ai bien rempli ? Spontanément, on se dit qu'il y a une dimension de transmission de connaissances, de diffusion d'œuvres à un public qu'on va ranger dans cette catégorie de public empêché, puisqu'il ne peut pas se déplacer jusqu'au musée, c'est le musée qui va aller à lui. Mais Flore, quand elle a relu cette action au prisme des droits culturels, elle y a vu que les objectifs étaient en fait pluriels. Oui, il s'agit de favoriser l'accès à des patrimoines culturels, mais il s'agit aussi de permettre à des personnes d'échanger, de s'exprimer, de se construire des références culturelles, de faire des choix et de participer à la vie culturelle de la société en produisant des textes qui seront ensuite diffusés en dehors de la maison d'arrêt, qui seront visibles au musée pendant les journées du patrimoine, par exemple. C'est difficile d'évaluer un tel projet, mais en mettant ces différentes petites briques en place, Flore a vu qu'elle ne l'aurait pas mené de la même manière sans cette grille de lecture. Et la réserve qu'elle a formulée, c'est que là, on a un public qui est captif au sens premier du terme, et on ne peut pas toujours aller aussi loin qu'on aimerait dans la mise en œuvre des droits culturels, puisqu'on ne peut pas forcément leur permettre d'avoir accès à toutes les œuvres du musée pour choisir. Enfin, il y a un certain nombre de barrières qui restent quand même. Voilà 2 projets que j'ai pu suivre de près ou d'un peu plus loin, qui ont été marqués par cette question des droits culturels. Mais il y a plein d'autres exemples dans d'autres secteurs. Là, je vous parle du secteur du patrimoine des musées que je connais le mieux, mais il y a énormément d'initiatives qui fleurissent dans différents domaines
qui se réclament explicitement de ces droits culturels. Une initiative que j'ai trouvée intéressante et sur laquelle je conclurai un petit peu cette partie étude de cas, c'est le dispositif des nouveaux commanditaires. Je ne sais pas si certains ont entendu parler, qui est responsable de la création de plus de 400 œuvres jusqu'à aujourd'hui, qui a vu le jour dans les années 1990, et qui permet de mettre en relation des commanditaires qui sont en fait des citoyens et un ou une artiste contemporaine par le biais d'un médiateur ou d'une médiatrice pour créer une œuvre d'art qui réponde à un besoin d'intérêt général. L'idée, c'était de permettre à des groupes d'individus de faire valoir, à un moment de leur existence, le besoin d'une œuvre dans l'espace public, dans des contextes où la société n'est pas capable de satisfaire cette nécessité. Donc il peut s'agir de rendre visible un lieu, une activité qui est dépréciée, de faire vivre une mémoire, de matérialiser une appartenance identitaire, d'améliorer un cadre de vie, par exemple. Et c'est un protocole qui va être appliqué pour faciliter au mieux la médiation entre ce groupe de personnes, ces commanditaires, et l'artiste. Et il y a énormément d'œuvres qui ont été conçues comme ça. Le financement ensuite va être recherché avec l'aide du médiateur, c'est des financements publics, donc on va faire appel à des fonds. La Fondation de France a porté ce projet pendant longtemps et a permis à beaucoup de projets de voir le jour. Des projets comme par exemple des portraits de l'équipe du restaurant universitaire Le Marais à Dijon en 1992 qui ont été peints par l'artiste Yann Peiming. Ou j'ai regardé, il y a une carte, on peut regarder ça, à Nancy, il y a un projet en lien avec le Haut-du-Lièvre, qui est un quartier en mutation. Les commanditaires sont des riverains et des travailleurs sociaux du quartier qui ont demandé à l'artiste Kirsten Everberg de fournir des images contemporaines du quartier pour en garder la trace et la mémoire. Et ce qui est intéressant avec ce projet, c'est qu'il vient rajouter une dimension participative dans la création contemporaine. C'est pas toujours évident, puisqu'il peut y avoir des tensions entre la liberté de création et les démarches participatives. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller, jusqu'où est-ce qu'on peut intégrer du participatif dans ces démarches-là. Et là, c'est une manière qui a été trouvée d'essayer de concilier les deux. Donc pour conclure un petit peu tout ce panorama, finalement, quand on s'intéresse aux droits culturels, on voit que ce n'est pas la question de l'accès à la culture qui est centrale, c'est celle de l'identité. Si on devait résumer, définir les droits culturels, ce sont des droits, des libertés et des responsabilités d'accéder aux références culturelles pour pouvoir orienter et exprimer son identité. Et le fait d'avoir une meilleure compréhension de ce que ce droit recouvre a été impulsé par le travail de sensibilisation qui va de l'ONU au niveau international jusqu'aux chercheurs, aux associations, aux collectivités à l'échelle locale. Ça amène des changements dans les pratiques professionnelles, mais aussi dans d'autres domaines, le secteur éducatif, le secteur social, voire au-delà. Pour autant, on est bien d'accord que ce n'est pas seulement depuis une dizaine d'années et l'entrée de la mention des droits culturels dans les lois françaises que les acteurs du secteur œuvrent en accord avec les principes fondamentaux des droits culturels, qui sont bien au cœur de la liberté de création, des missions de démocratisation culturelle qui sont portées par ces structures de longue date. Donc nommer la chose, ce n'est pas forcément la créer ex nihilo, mais ça permet de mieux la penser, de favoriser la réflexivité des acteurs professionnels. Et on peut se demander si cette reconnaissance croissante de la nécessité de garantir, de protéger les droits culturels dans leur ensemble, si ça ne va pas renforcer d'une manière concrète les capacités d'action sur le terrain, qui semblent pourtant malheureusement par ailleurs menacées dans un contexte politique et budgétaire très incertain. Une position qui peut aussi nous donner à réfléchir, c'est le fait qu'aujourd'hui on peut estimer que la politique culturelle, ce n'est plus seulement au ministère de la conduire, c'est à tous ensemble de la faire vivre, de la créer, de la faire avancer. Et que les droits culturels semblent donner les capacités en ce sens. Enfin, on a vraiment observé là une transition en cours pour aller de la diffusion à la co-construction d'une offre artistique descendante à une démocratie culturelle qui serait fondée sur la reconnaissance des personnes et de leurs expressions. Et pour autant, il y a encore beaucoup à faire, j'en suis sûre, mais beaucoup de jalons ont déjà été posés. Voilà, je pense que j'ai déjà pas mal parlé, donc je voulais déjà vous remercier pour votre attention et surtout, je me réjouis d'avance de vos questions et des échanges. Bravo. Merci. Bravo.